vous allez voir, est une version un peu abrégée de diverses choses qu'on me demande à droite et à gauche. Je pense en particulier à la générosité des invitations de la PM. Mais ça me permet, depuis pratiquement une dizaine d'années maintenant, de rencontrer plusieurs fois par semaine, surtout depuis que je suis à la retraite, des chefs d'entreprise et donc d'écouter et d'apprendre. Je crois que tout est parti de l'idée qu'au fond, l'être naturel du réel, c'est le changement. Il y a des moments comme ça dans l'histoire du monde où le changement, s'accélère, se généralise. Et donc l'adaptation devient beaucoup plus difficile, et c'est probablement ça qu'on appelle une crise. En temps de crise, toutes les solutions qu'on utilisait jusque-là deviennent caduques. Et donc il faut réinventer. Vers la fin du XVe et du début du XVIe, l'Europe a quand même subi une crise qu'on appelle la Renaissance. Ce que nous appelons la Renaissance, eux l'ont certainement appelé une crise. Et la grande question, c'est de savoir si ce que nous appelons une crise, un jour, d'autres l'appelleront une renaissance. Aussi bien Jérôme Bosch que Pierre Braudel l'Ancien, à des degrés divers, mais dans un endroit où la crise était particulièrement importante parce que c'est là que se joue le conflit entre une certaine vision du religieux qui est ce qu'on appelle le catholicisme romain, une autre qui s'appelle la réforme. Pendant des siècles, les Portugais sont passés pour les cons du monde. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas d'ouverture sur la Méditerranée. Donc c'était les gros nuls, les gros périphériques. Et puis vous avez eu un leader qui s'appelle l'enfant Henri, Henri le navigateur, qui a dit « mais la Méditerranée c'est une merde, ce qui compte c'est l'Atlantique ». Et donc quand ils ont trouvé sur les côtes d'Afrique, y compris des esclaves d'ailleurs, des choses que les gens voulaient acheter, ils s'est dit « on va surtout pas aller vendre ça dans la Méditerranée ». Ces cons-là nous ont snobés pendant des siècles, et hop, il a ouvert Anvers. Et comme par hasard, Pierre Bruegel l'Ancien, c'est le premier grand peintre d'Anvers. Ce qu'il nous faut, c'est des cartes et des clés. La crise, c'est quand on essaie d'organiser le monde à partir de cartes qui sont complètement dépassées. Or, j'ai appris le monde, moi, sur une carte de merde. C'est-à-dire que, l'Europe n'a jamais eu, n'a pas et n'aura jamais cette taille-là, pour s'y faire une fois pour toutes. 2, sa position extrêmement centrale est une illusion d'optique. En plus, ça lui permet de rejeter à la périphérie de l'histoire ces 2 détails complètement inutiles qu'on appelle l'Asie et l'Amérique, dont on ne voit vraiment pas pourquoi on s'est emmerdé avec ça. Et en plus, l'Europe, elle tient fermement l'Afrique sous ses pieds, réservoir inépuisable de matières premières bon marché, et exutoire en cas de crise liée à la surproduction vers des marchés captifs. Ça, madame, c'était une belle vision du monde. Et avec tous leurs satellites, ils ont changé tout ça. Alors là, il y a quelques problèmes aujourd'hui. Quand la première puissance mondiale est gouvernée par quelqu'un, enfin, qui ne le sera plus dans quelques temps, quand la première puissance mondiale est gouvernée par quelqu'un comme ça, alors on peut en rire, mais c'est vraiment avant que d'en pleurer. Parce que je pense que nous n'avons probablement jamais été plus proches de la guerre depuis 1945, et on est plus proche de la guerre parce qu'il y a des gens qui sont au pouvoir et qui ne comprennent rien à ce qu'on appelle effectivement la géostratégie, etc., etc. S'il y a un transfert d'hégémonie globale, c'est bien parce que vous avez effectivement ceci qui s'est passé le 14-15 mai 2017, vous savez ça par cœur, en présence de Xi Jinping, qui ne se déplace que pour des choses importantes. Ce n'est pas un homme qui perd son temps inutilement. Et donc cette idée d'un One Belt, One Road, belt par le continent, road par la mer, qui fait aujourd'hui Djibouti est une ville chinoise, comme vous le savez probablement si vous y êtes allé. Un souverain particulièrement en Afrique a compris ça, et qui est au moins aussi, sinon beaucoup plus intelligent que son père, c'est Mohamed VI. La vision de Mohamed VI, c'est d'attirer vers le Maroc les matières premières de l'Afrique subsaharienne et de les faire transformer au Maroc par l'industrie chinoise. Ça, c'est absolument brillantissime. Et si on n'a pas compris ça, il faut rester à la maison. Quand on pense qu'il est en train de construire à Tanger 2 une filiale de HIT, haute technologie aéronautique, qui aura 150 000 emplois, ça va produire ça. Est-ce qu'on croit vraiment que l'Afrique subsaharienne va absorber toute la production? Alors c'est Pierre Braudel l'Ancien, donc 1525-1569, et vous voyez, lui, il avait tout compris. La chute d'Icare. Et vous voyez, ça, c'est déjà le problème génial de ce tableau, c'est-à-dire que les vieux récits sur lesquels on fonctionnait, on ne les retrouve plus. Le décentrage de l'image. Et donc là, Icare a obtenu que son père lui fasse des ailes. Son père lui a dit « méfie-toi, ne t'approche pas du soleil parce que la colle sur les ailes, ça va fondre et bouffe ». Et effectivement, la première chose que Icare a faite, c'est de s'approcher du soleil, etc. Alors si on revient vers le tableau là, il vous faut quand même pas mal de temps pour découvrir qu'en fait, il est là. Et donc, le sujet du tableau n'occupe qu'une part proportionnellement minime, pour ne pas dire infime, du tableau. Et ça, déjà, à soi tout seul, c'est un signe de crise. Les grands discours explicatifs ne sont plus ce qu'il faut regarder ou entendre si on veut comprendre ce qui se passe dans le monde. Et là, vous avez la réponse classique du temps de crise. La forteresse en ruine. Oh, ça va pas,
enfermons-nous chez nous pour être sûr qu'effectivement personne ne vienne nous emmerder. Et ça, c'est le désastre absolu, mais malheureusement assez souvent répandu. Et l'autre solution, bien sûr, c'est la seule qui marche, c'est-à-dire c'est la ville ouverte. Plus la ville est ouverte, plus elle échappera à la crise. Il réfléchit, parce qu'il vit à Anvers, il a bien compris que la fortune d'Anvers, c'est que toute une partie de la Méditerranée est en train de s'enfermer dans un complexe de la forteresse, parce que l'histoire s'est déplacée dans l'océan Atlantique. Alors évidemment, ça avait été dit assez brillamment par quelqu'un avant, c'est-à-dire le cher Jan van Eyck, avec son commanditaire que vous voyez à gauche, qui s'appelle Nicolas Rolin. Et ce tableau est un tableau absolument génial. Quelqu'un, à un moment, a dit à la Vierge et à l'enfant, qui sont la source de la légitimité de Nicolas Rolin, poussez-vous les petits là pour qu'on voit le monde. Et ça, c'est fou. Le nombre de gens qui tirent leur légitimité d'un dogme au lieu de la précision du regard qu'ils portent sur le réel, vous regardez, il a même mis deux mecs qui vous disent, vous regardez le devant du tableau, vous êtes des cons. Ce qu'il faut regarder, c'est le fond du tableau. Vous vous occupez de Nicolas Rolin, chancelier du duché de Bourgogne, de Philippe le Bon, le troisième des grands-ducs d'Occident, légitimé par la Vierge et par l'enfant, surtout vous emmerdez pas avec ça. Ce qui fait que Nicolas Rolin est légitime, c'est qu'il sait regarder le monde. Soit vous vous enfermez dans une forteresse, soit vous faites circuler. Ce qui veut dire constamment, effectivement, se remettre en cause. Alors, vous savez, Isaac Newton disait cette phrase magnifique, « We build too many walls and not enough bridges ». Si vous avez un tweet à envoyer à Trump, vous lui envoyez ça. C'est la grande opposition du monde. Si l'entreprise est une forteresse close sur elle-même, elle est morte. Si l'entreprise est une ville ouverte, elle a une chance de s'en sortir. Et alors, le grand drame d'Icare, c'est qu'il est tout seul, qu'il est vertical. Vous avez le contraire d'Icare, c'est-à-dire le bateau. Le bateau, ça n'est pas individuel, c'est collectif, ça n'est pas vertical, c'est horizontal, ça n'est pas parallèle à la surface du réel, ça s'enfonce de plus en plus dans l'épaisseur ambiguë du réel. Et ça, là aussi, pourquoi il vous met Icare à cet endroit-là du tableau? Pour bien vous montrer que Icare, c'est la merde, et que la solution, c'est le bateau. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la constitution d'une équipe. Car seul vertical parallèle à la surface du tableau contre le bateau collectif horizontal éprouvant l'épaisseur du réel. Vous avez le berger. Alors le berger, c'est quelqu'un qui a suivi des séminaires de management, et on lui a dit, il ne faut pas avoir le nez dans le guidon. Donc il est en train de méditer. Pendant ce temps-là, les brebis se cassent la gueule. Donc il faut faire attention aussi. Et puis vous avez ça qui est la figure géniale, c'est le laboureur. Parce que, regardez, le soleil qui vous parle des lointains, le pied qui vous parle de l'ici. Et la vie d'une entreprise, elle est située entre cet ici et cet ailleurs. Mais c'est vrai que ce que j'appelle le strabisme divergent heureux du leader, cette idée que les deux yeux du leader ne peuvent jamais regarder dans la même direction, qu'un œil du leader doit être sur le dehors de la communauté pour voir comment le dehors de la communauté bouge, et que l'autre œil du leader doit être sur l'intérieur de la communauté pour impulser un mouvement qui soit capable, à l'intérieur, de renverser l'aspect menaçant du mouvement de l'extérieur en une opportunité. Le leader, c'est quelqu'un qui sait renverser les obstacles en opportunité. C'est sa seule mission. Pas mal pour un tableau de Bruegel dont on pense qu'il a été fait vers 1540, 1550. Mais quand on pense que Bosch a fait, par exemple, la tentation de Saint-Antoine, c'est ça qui m'intéresse, plus encore que tout le reste. C'est cette espèce de personnage, de corps humain un peu étrange, qui est en même temps, effectivement, la géographie du paysage. Ça, c'est typique d'une crise. Trois aspects de la crise. Pour moi, la première chose, c'est la perte d'échelle. Si un corps humain peut devenir dans l'espace une sorte de colline, etc., on est en train de perdre les échelles. Pensez par exemple à Dubai Creek en 1960 et pensez à Dubaï aujourd'hui. Il y a eu une perte d'échelle. La deuxième chose, c'est le transhumanisme. Vous voyez, Bosch fait des trucs avec... il fait des organismes dont on ne sait pas très bien comment ça fonctionne. Et puis la troisième chose, évidemment, c'est notre rapport avec la nature. Et vous avez ici un admirable tableau d'Arcimboldo, qui était, vous savez, le peintre de cour de Rodolphe II de Habsbourg à Prague. C'est probablement l'un des plus grands recruteurs synergiques du monde, Rodolphe II de Habsbourg. Il vous prend le plus grand astronome de son temps, qui est un Danois qui s'appelle Tycho Brahe, qui est nul en maths. Et il vous prend le plus grand mathématicien de son temps, myope comme une taupe, Johann Kepler. Ça, c'est ce qu'on appelle du recrutement synergique. Quelqu'un qui sait voir, mais qui ne sait pas le mettre en maths, et quelqu'un qui sait faire des maths, mais qui ne sait pas voir, qui ne peut pas voir. Vous mettez les deux ensemble, et là, vous arrivez sur cette conclusion que, contrairement à ce que Copernic avait cru pouvoir dire en essayant de sauver le système pour Dieu,
Hein. Oui, la Terre n'était pas au centre du monde, ouais, elle tournait sur elle-même, mais c'était pas grave, les orbites des planètes étaient circulaires. Or, le cercle étant, nous l'avait dit Platon, la figure de la perfection, donc si l'univers est gouverné par le cercle, forcément l'univers est sorti de mains qui étaient parfaites. C'est QFD. Hein. Puis d'un seul coup, les deux Borik, là, Tycho Brahe et Johann Kepler, sous la direction de Rodolphe II, ils vous disent non, pas du tout. Les orbites des planètes sont elliptiques. Alors, faire face à la crise, ça, je crois que c'est très important. Bruegel ne nous intéresse que parce que dans un tableau, qui est aujourd'hui au musée Mayr-Vandenberg à Anvers, il a repris à son compte la terreur de Bosch. Et puis, vous avez Margot. Margot, c'est moi. Hein. C'est pas vous, parce que vous êtes intelligent, subtil, fin. Mais Margot, c'est moi. C'est-à-dire que quand ça devient le merdier, j'ai qu'une idée, c'est, sauf qui peut, les femmes et les enfants après. J'ai récupéré tout ce que je peux en me disant, on ne sait jamais, ça peut servir. Hein, jusqu'à la poêle. C'est l'égarement de la panique et c'est l'accumulation des petits avoirs contre, effectivement, l'absence du grand être. Hein. Plus l'être se dissout, plus, effectivement, on accumule des petits avoirs ridicules. Alors, les tentations de la crise, la première, c'est l'ego. Ça, c'est clair. La preuve, c'est que je suis là. Donc, méfiez-vous, comme disait l'autre. Vous avez cette extraordinaire procession des aveugles de Bruegel qui est bouleversante. Si vous avez l'impression de ne pas voir, êtes-vous bien sûr que vous ne vous êtes pas confié à quelqu'un qui ne voit pas plus que vous? Deuxième tentation, c'est ce que j'appelle les usines à gaz. La seule difficulté, c'est la simplicité. Et regardez, vous avez la tour de Babel, de Bruegel. Le problème, c'est que dans les usines à gaz, l'homme est tout petit. Comme au bout d'un moment, tout le monde commence à se dire « Oh là là, c'est pas en construisant un truc comme ça qu'on va s'en sortir. » À ce moment-là, le pouvoir a tendance inévitablement à se raidir. Je ne vous convainc pas, donc je vais vous forcer. Dans les périodes de crise, au lieu d'essayer d'améliorer humblement la ville, on va construire des tours de Babel, c'est-à-dire les usines à gaz. Et évidemment, c'est une catastrophe. Peut-être que finalement, là aussi, l'accompagnement est l'essence du leadership, en particulier en temps de crise, et en particulier quand il faut redonner à des gens la confiance nécessaire pour qu'ils bougent et qu'ils inventent effectivement leurs solutions. C'est un tableau très, très magnifique qui s'appelle « Chasseurs dans la neige », qui est de Bruegel. Alors, les chasseurs dans la neige, ce qu'il faut bien voir, c'est des gens qui reviennent. C'est des gens qui sont allés là-bas, au loin, qui ont vu des choses, et puis qui reviennent. On ne sait qu'on a découvert ou qu'on a compris que quand on partage. Et en fait, c'est en partageant que l'on comprend vraiment. Il faut qu'une entreprise ait des gens qui soient un peu au loin. On a parlé tout à l'heure de la dialectique de l'ici et de l'ailleurs. Il faut qu'une entreprise ait des gens qui soient fascinés par l'ailleurs. Mais il faut que ces gens reviennent et que ces gens partagent. Je crois que c'est Flaubert qui dit quelque part cette phrase magnifique « On ne possède bien que ce qu'on partage ». Regardez bien ça, cette phrase de Welsh, à l'époque où GE était GE. « Before you are a leader, success is all about growing yourself. When you become a leader, success is all about growing others. » La réussite, c'est la croissance des autres. Accompagné, voilà, ça c'est typique, si vous voulez, d'un tableau en temps de crise. À un moment, et ça c'est la crise, le récit ordonnateur se défait. Et à la place du récit ordonnateur, cette place est prise par la prolifération de l'anecdotique. Et la sortie de crise, c'est la recomposition d'un nouveau récit ordonnateur qui lui-même un jour connaîtra aussi ça, etc., etc. Le combat de Carême et de Mardi Gras. Voilà Carême, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas très excitant. Et voilà Mardi Gras, c'est quand même plus sympa. Il n'y a pas de centre et en même temps, il y en a un. Si vous traciez les deux diagonales, vous allez passer pas très loin d'une scène. Elle est presque plus dans la lumière que tout le reste du tableau. Il y a le fou. Eh oui, il y a le fou. C'est-à-dire la seule source de sagesse dans la communauté. Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, dit quelque part « Car ce qui est sagesse aux yeux des hommes est folie aux yeux de Dieu », donc on va éliminer Dieu tout de suite, on va mettre le sens, « car ce qui est sagesse aux yeux des hommes est folie aux yeux du sens, et ce qui est folie aux yeux des hommes est sagesse aux yeux du sens. » Le fou, c'est celui qui est responsable de cette folie, qui va dénoncer la fausse sagesse et faire émerger la vraie sagesse. Et si une communauté s'en fout, une communauté est condamnée à disparaître. Alors aujourd'hui, c'est le gros problème. Je ne croise jamais dans les couloirs d'une entreprise quelqu'un qui soit habillé en costume multicolore, qui a un chapeau à grelots et une marotte à la main. Et je pense qu'aujourd'hui, un grand leader, c'est quelqu'un qui ne va pas à une réunion majeure sans s'être demandé qui là est capable de tenir le rôle du fou. Le rôle du fou ne peut être tenu que par deux personnes, la personne qui sait tout sur le sujet dont on parle et la personne qui ne sait rien. La personne qui sait tout parce que, évidemment, elle va être obligée de négocier cette
connaissance avec la bureaucratie qui est au cœur de toute communauté, ou que quelqu'un qui ne sait rien. Ça, c'est ce qu'on appelle l'empereur nu. Ravi de la crèche, le naïf, voilà, va dire, écoutez, moi je suis désolé, mais alors là, je ne comprends rien de ce que vous racontez. Hein, voilà. Et ça, c'est très mal vu dans une réunion. Hein. Et en même temps, c'est là qu'est probablement qu'est la sagesse. C'est un rôle pas facile, parce que ça veut dire que ça fait durer un peu plus les réunions. Et donc, quand on voit celle ou celui qui est destiné à jouer le rôle de la folle ou du fou ouvrir la bouche, on entend « Ah non, pas elle encore, putain, elle va nous faire chier comme ça. » Et ça, c'est le début de la sagesse. Vous voyez, à ce moment-là, c'est cette personne-là qu'il faut écouter. Il faut absolument protéger deux choses dans toute entreprise comme dans toute communauté, les innovants et ceux qui ont à la fois le talent et le courage de jouer le rôle du fou. S'il n'y a pas de fou, il n'y a pas de sortie de crise. Je terminerai avec ce tableau que j'aime infiniment, qui est de Frank Auerbach, exfiltré de l'Allemagne nazie à l'âge de 5 ans. Il a été adopté par une famille londonienne. Il a exprimé vers l'âge de 17 ou 18 ans le désir de faire de la peinture. Et il est parti à la Slade School of Art, où il a rencontré deux autres étudiants qui allaient faire comme lui une assez jolie carrière, peut-être même plus jolie que la sienne. L'un s'appelait Francis Bacon et l'autre s'appelait Lucian Freud. L'école de Londres, cette école qui a toujours refusé l'abstraction, parce que pour ces gens-là, la seule chose qui compte en peinture, c'est le visage et le corps. Sentez bien l'épaisseur du magma de matière picturale. Et qu'est-ce qui se passe? Un visage est en train de s'extraire du magma de matière picturale, en réponse à la qualité du regard qui est posé sur lui. Qu'est-ce que c'est que le management? C'est amener des visages à avoir envie de s'extraire du magma de matière organisationnelle en réponse à la qualité du regard qui est posé sur eux. Je vous remercie.